ouvrier. Le mot gueule hurle un monde de lutte, de colère. Un monde qui souffre et dont on nous dit qu'il est appelé à disparaître. En une vie d'homme, ceux que l'on a célébrés au sortir de la Seconde Guerre mondiale sont devenus les oubliés de la société. 70 ans ont suffi pour couvrir d'un voile de silence 25% de la population active française. Mais si le mot s'efface, la condition, elle, perdure. Ce film part à la rencontre des ouvriers de France. Les mémoires entrelacées racontent une culture, un langage du corps et des mains. Lorrains, Limousins, Provençaux, mineurs, métallos, ajusteurs, petites mains du textile. Les particularismes s'estompent, les clichés s'effacent. Une histoire commune se dessine. Nous, ouvriers. J'ai jamais raconté mon histoire. Je l'ai raconté ici, mais mes enfants ne l'ont jamais su. Hein. Ah, j'ai jamais dit. Jamais un mot. Je peux pas dire, hein. Ah non, 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 pas un mot, pas un mot, pas un mot. Être ouvrier dans l'immédiate après-guerre. Appartenir à ce monde. La fierté se lit sur le visage de ceux qui ont connu cette période. Les ouvriers sont alors plus de 8 millions en France. Nombre d'entre eux sont des femmes. Au sortir de la guerre, la France a besoin de ses ouvriers pour reconstruire le pays que 5 années d'occupation ont laissé exsangue. L'homme du charbon est alors la figure incontournable de la classe ouvrière. L'ouvrier en 1945, c'est le héros de la résistance. Massivement, il est assimilé à une classe qui a résisté précocement à l'occupant, notamment parce que dès juin 1941, il y a eu une grève extrêmement importante dans les mines du Nord, qui a son apogée à rassembler environ 100 000 mineurs, et qui a marqué cette résistance ouvrière. Et donc, les ouvriers apparaissent au sortir de la guerre comme ceux qui ont résisté. J'aime bien citer le propos de François Mauriac, qui est un écrivain catholique donc plutôt conservateur, et qui, dans son cahier noir, dit « Seule la classe ouvrière dans sa masse aura été fidèle à la France profanée ». Et cette phrase est assez belle dans ce qu'elle cristallise des représentations de l'époque. Le mineur, un homme libre, refusant de travailler pour les compagnies minières, ce qui conduit de suite à la nationalisation. Et le mineur, un homme respecté parce que on a besoin du charbon. On est en 1945, donc il y a eu les grèves d'août 44, la libération du bassin minier. Il y a eu cet appel de Maurice Thorez en disant « Arrêtez la grève, retournez au travail, il faut produire du charbon ». Et sur les premiers mois de l'année 1945, plusieurs événements, la nationalisation des mines, et il y a ce statut du mineur. Le mineur obtient un statut particulier qui va couvrir tous les aspects de sa vie professionnelle. Ah, ça a changé, oui, ça a changé. Regardez, rien que pour les congés payés, les mineurs avaient un mois de congés payés, les mineurs en 10 ans d'ancienneté. Le logement gratuit pour lui, mais également pour ses ayants droit, son épouse, ses enfants. C'est le charbon gratuit et c'est la sécurité sociale minière. On va leur demander, pour relever le pays, de travailler massivement, de travailler y compris le dimanche, de travailler parfois gratuitement. Et oui. Et les syndicats, notamment Maurice Thorez, vont venir et vont dire « Allez, il faut retourner au travail, il faut retourner faire les cadences, il faut reproduire du charbon, la France a besoin de vous ». Pour se reconstruire et sortir de cette situation dans laquelle elle est depuis 5 ans.
Ah oui, oui, mais c'était juste, hein, quand il disait que produire, produire, c'est votre devoir de classe, c'est votre devoir de français. Effectivement, c'était le devoir de la classe ouvrière et le devoir des patriotes de gagner la bataille de la production, oui, oui. Il faut produire beaucoup. On leur demande 100 000 tonnes de charbon par jour. Ils vont aller produire 100 000 tonnes de charbon par jour. Il y a une grande campagne de communication qui est mise en place, des affiches qui sont mises à la sortie des fosses, sur les murs, dans les cités, etc. Mineurs, le sort de la France est entre tes mains. Voilà, produire. Et on dit aux mineurs, tu tiens le sort de la France entre tes mains. Mais vous vous rendez compte, un ouvrier traité comme un esclave pendant les 4 à 5 années d'occupation, à qui on vient dire de suite après, tu portes la France à bout de bras. La France, c'est toi qui peux la sauver avec ton marteau-piqueur. Ça explique cette fierté. L'ouvrier comptait. C'était une des rares périodes où l'ouvrier a compté. Les femmes sont omniprésentes dans les usines dès le 19e siècle et effectivement, elles participent, elles ont travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale et elles continuent à travailler pendant la bataille de la production. La mythologie productive que veut notamment diffuser le Parti communiste, le héros de la production, comme tous les types de héros, j'ai envie de dire, il est d'abord pensé comme étant un homme. Donc c'est pour ça que ces femmes, même présentes, on les voit finalement assez peu. Je me souviens parfaitement, à l'époque, quand ma mère achetait de la viande à la boucherie, c'était uniquement pour le père qui allait à la mine. Nous, les gosses, on mangeait les légumes. Il n'y avait pas d'argent pour acheter de la viande. Mon père se levait très tôt le matin. Hein, c'est lui qui allumait le feu. Alors, le temps que ça réchauffe un peu dans la maison, eh bien, là, c'était pénible. Hein. Nous, on était à 7 frères et sœurs. On avait des grosses familles. Imaginez, mon épouse, ils étaient à 12. Bon. Ouais, il n'y avait que le mineur qui travaillait. Hein. Oui. Donc, c'est le salaire du mineur qui va pouvoir nourrir les enfants, les habiller, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait, on avait nos poules, nos lapins, on faisait le jardin. Hein. Ça, c'est une raison aussi. Et mon père, après son poste, il allait travailler chez les paysans. Oui, il allait travailler chez les paysans, alors il gagnait un peu d'argent, il ramenait des pommes de terre, des poulets, pour faire vivre la famille, hein, il n'avait pas assez de son salaire. On va avoir des brigades de la production, enfin une espèce d'importation en France du modèle de stakhanoviste, où il faut abattre chez les mineurs le plus de charbon possible, mais ailleurs battre des records de la production pour relever le pays. Ça s'opère au prix d'un épuisement de la manœuvre. Physiquement, les mineurs n'en peuvent plus. Le mot d'ordre, c'était du pain blanc. Du pain blanc. On rêvait de pain blanc. Rien, hein. Il a encore fallu du temps avant qu'on puisse avoir du pain blanc. Quand vous avez sauvé la France, hein, parce que, bon, on vous l'a dit, vous avez sauvé la France. Vous avez été le premier ouvrier de France. Et puis après, on foule vos droits aux pieds. Un an après, vous n'êtes plus rien. Et de nouveau, vous voyez se profiler le retour à ce qu'on a vécu sous l'occupation. Ça qui a donné la force extraordinaire de la grève de 1948. Les mineurs n'avaient pas oublié le passé. La guerre froide a raidi les postures politiques. L'heure n'est plus à l'union nationale, mais au soupçon. Un an plus tôt, les communistes ont été exclus du gouvernement. Les socialistes de la SFIO et leur ministre de l'Intérieur, Jules Moch, donnent des gages aux formations conservatrices. Dans les mines, les avantages acquis à la libération sont remis en cause. Et dans la nuit du 4 au 5, Jules Moch fait occuper le bassin lorrain par les CRS. La liberté, on ne savait plus ce que c'était.
C'était interdit, tout rassemblement de plus de 3 personnes était interdit dans les bassins miniers, comme sous l'occupation nazie. Et on a revécu l'occupation nazie. Seulement, c'était plus les uniformes allemands, c'était les uniformes français. Mais, vous savez, pendant la durée de la grève, j'étais à Chicago chez nous. Hein. La police avec des mitraillettes, des soldats qui patrouillaient toute la nuit dans la cité. Hein. Chicago. En certains endroits, les vastes opérations de dégagement des puits se sont accompagnées de bagarres parfois violentes. 4 jours après, le mineur Jean Sec est tué à Merlebac. Massacré Jean Sec à coups de crosse, et c'est vrai, à coups de crosse. Assassiné à coups de crosse de fusil. Et Chaptal à Alès a été tué par une rafale de mitrailleuses tirées d'un char d'assaut, du char Turenne. Les chars contre les mineurs, c'était 1948. Toutes les armes rentrent en action. Les mitrailleuses crachent. 2 hommes meurent sous les balles. Le gouvernement a jeté bas l'édifice de contrainte et parfois de terreur que le Parti communiste dressait dans le pays. Moi, je répéterai toujours, Jules Mock est un criminel et aurait dû être traité comme un criminel. Oui. Il a bouffé du communiste au matin, à midi, au soir. Puis ça se dit rouge. Alors 48, c'est la mise au pas de la classe ouvrière. Hein. C'est clair, clair. En 45, on voit la classe ouvrière comme des héros qui ont résisté. En 47-48, la manière dont on les présente, c'est massivement des agents de Moscou. Et donc, ça légitime la répression extrêmement brutale de ces mouvements. À ce moment-là, le Parti socialiste va faire tirer sur la classe ouvrière, Il n'y a pas non plus des centaines de morts, mais quand même, le geste n'est pas anodin, on fait tirer sur la classe ouvrière. Il y a un affrontement de classe, parce que c'est ça dont il s'agit, un affrontement de classe extrêmement violent en 47-48, et qui a légitimé cette ostracisation du monde ouvrier. Je l'aimais. Oui, bah, fallait que je le fasse. J'étais obligé, moi, et je l'aimais, mon travail. Je l'aimais, réellement, je vais vous le dire, je l'aimais, mais pas avec passion, je vais dire. Ah oui? Oui. Non, fallait que j'y aille, fallait que je fasse ma journée, je ramenais mon salaire. Voilà, mais non, j'étais pas un passionné, hein, de la mine, hein. Non. Moi, je suis numéro 50. 50. Le corps, là, ouais. Ouais. Et alors, c'est quand on descendait, ça faisait... Pfiou, parti au fond. Alors, quand il avait mes oreilles bouchées, je fais les jambes, mes oreilles pétaient, il débouchait mes oreilles. Alors, soit qu'il buvait sa pistoule, toujours, avant de descendre, et en remontant. Il buvait quoi? Une pistoule. C'est quoi une pistoule? Du café, il la coûte. Ah oui. Ça s'appelait le pistoule après. Il descendait, il fallait qu'il voie leur pistoule. Une petite topette, là, qu'on appelait ça. Une quoi? Une topette. C'était une petite bouteille de 25 centilitres. Une petite bouteille de rhum, là, qu'il y a. On mettait un peu de calva dedans avec du café. On appelait ça une topette. Donc ça, si, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé d'en amener, hein, je ne vais pas le cacher. Hein. C'est vrai, bon, on était tous les deux avec le copain. Vous savez, c'est pour ça qu'il nous...
On avait attrapé la suée. Hein. Il ne fallait pas en prendre de trop non plus, parce que vous auriez encore sué davantage. Hein. Alors, il ne fallait pas... Ah, le premier jour. Le premier jour, on peut pas l'oublier, c'est pas possible. Imaginez, vous avez, j'ai 14 ans et puis quelques mois. Hein. Bon. Mais quand je suis arrivé à la mine, il a fallu que je rentre dans la salle de bain et puis que tout le monde se déshabille. Imaginez la première fois, vous arrivez, il faut que je déshabille devant tout le monde. L'horreur. J'ai mis 7 minutes pour me changer, j'ai jamais été aussi vite. Tellement que j'avais peur. Je suis sorti de la salle de bain, j'étais rouge comme une pivoine. On arrive là, et puis on voit les conditions, puis après on se dit, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors on repense à ce que le père il disait, t'iras pas à la mine, c'est dangereux. Mais quand les marteaux-piqueurs ils sont mis en route, mais j'ai fait un de ces bons, je dis c'est quoi ça? Je dis c'est pas possible qu'ils travaillent là-dedans. Et quand le charbon il tombe dans la berline, la poussière, j'ai 8 heures là-dedans, je dis c'est pas possible, je dis comment ils font? Parce qu'on se pose des questions, mais comment ils font? On a toujours dit, bon, c'est un travail dur, c'est un travail pénible, mineur, on a toujours dit ça. Hein, c'était des armoires, fallait être costaud, bon. Moi, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui ont travaillé dans des usines ou quoi, sous les tôles, en plein soleil, et tout, peut-être qu'ils ont eu autant de misère que quelqu'un qui a travaillé à la mine. Moi, je pense. Parce que nous, honnêtement, on était... C'est vrai, il y a des moments où c'était pénible, il fallait faire attention, c'était... Hein, et puis, mais on n'était pas malheureux. Moi, j'ai trouvé que j'ai jamais... Non, je ne me suis jamais plaint. Que ce soit dans les mines, les usines, le bâtiment, il est des évidences pour l'ouvrier de cette période. Un ordre est établi, et pour ses enfants, la voie est toute tracée. Dans ma famille, il fallait aller bosser. Hein? Dès qu'on avait fini sa scolarité, eh bien c'était boulot. Moi, je me suis retrouvé à la porte de l'école avec mon certificat d'études primaires en 11 ans et demi, c'est tout. Point. Il m'avait toujours dit, à 14 ans, tu iras travailler parce que nous, on ne peut pas se permettre de te faire des études, on n'a pas les moyens. Il n'y avait pas de cours d'enseignement supérieur. Après le certificat d'études, c'était fini de toute façon à l'époque pour les enfants des quartiers populaires. Et encore, moi, je me suis toujours débrouillée pour ça, parce que j'ai mes frères, je suis sûre qu'ils ne savaient pas... C'est pour ça que je disais à ma maman, lire et écrire. Je suis sûre que mes frères, ils ne savent pas bien écrire ni lire. Tandis que moi, j'ai eu de la misère, mais... Ça se faisait naturellement, on allait bosser. Après le certificat d'études, poup, on allait bosser. Ah ben non, vous ne fallait pas le compter, les sous. C'est que mes parents n'avaient pas d'argent, hein, pour me pousser aux écoles, et puis ça ne m'intéressait pas. Alors en sortant d'école, ils m'ont envoyé directement travailler à la couture pour gagner de l'argent. Mais bon, on pensait pas... On devait travailler, quoi, en fait. Puis après, j'avais pas non plus... Quand j'ai arrêté à 14 ans, bon, j'avais pas la tête à être, par exemple, secrétaire. J'avais pas la tête à ça. Déjà, pour apprendre, encore aujourd'hui, j'ai de la misère. La norme, sauf pour la toute petite minorité qui va au lycée, mais ce n'est pas plus que quelques pourcents d'une classe d'âge, la norme est de quitter l'école à 14 ans. Pas à 13 ans avec les lois de Jules Ferry, à 14 ans à partir du Front populaire. Donc on est dans un passage qui est vécu d'ailleurs comme parfaitement évident.
toutes les usines sidérurgiques avaient un centre d'apprentissage. Donc là, la première année, ce que vous faisiez tous les métiers pendant 1 an. Alors j'ai appris le menuisier, le forgeron, maçon, un peu tous les métiers qu'on avait besoin en sidérurgie. Et l'apprentissage, 3 ans. Mais la première année, c'est un calvaire pour un gamin. C'est un calvaire. Ils ont mis des dents sur toute la longueur. Alors autant utiliser toute la longueur de la lame. Voilà, retourne là maintenant la pièce. Vraiment le fera à la lime. C'était donc pas une vocation, je me demandais réellement ce que je foutais là. D'abord, on m'a demandé à choisir, veux-tu apprendre le métier de menuisier ou d'ajusteur? Eh bien, j'ai choisi ajusteur, ça me semblait plus... avoir plus classe. On n'envoyait pas de CV là à l'époque, hein, on ne savait pas ce que c'était. Non, c'était verbal quoi. Moi, mais disait, je peux vous embaucher, vous venez tel jour. Début septembre, je recevais un courrier comme quoi j'avais un poste. Mais à l'époque, on rentrait comme ça. C'est vrai. Ah oui. Il embauchait des gens sans savoir ce qu'ils étaient capables de faire, sans même les mettre à l'essai, les embaucher sur papier, quoi, comme ça. C'est ça, c'est le besoin de travailler. On n'avait pas d'argent, donc il fallait bien qu'on se fasse. Et puis bon, c'était là, c'était bien. Ça aurait été ailleurs, je me serais faite aussi. Hein. Et puis contente d'aller travailler. En plus, on travaillait, on faisait quelque chose, et puis on avait un tout petit peu de sous à la fin. C'était génial. Bon, après, au bout de 42 ans, c'est plus la même chose. J'ai jamais connu un jour de chômage dans ma vie. C'est pas croyable, ça. Aujourd'hui, c'est pas croyable. Les gens rentraient, ça leur plaisait pas, ils repartaient, le lendemain, c'en était d'autres qui arrivaient. J'ai quitté des entreprises de samedi pour recommencer ailleurs le lundi. À l'heure actuelle, le marché de l'emploi est tellement dramatique que personne n'ose même plus dire je me casse. Moi, j'ai connu des périodes à l'usine où les mecs, Renault nous proposait, à l'époque, c'était 200 balles de plus qu'à Sochaux, donc les mecs partaient chez Renault. Je suis resté au chômage 5 jours, ouvrables. Pendant ces 5 jours, j'ai passé mes tests chez Legrand et j'ai embauché. J'ai fini le samedi soir et j'ai embauché le mardi après. Mais j'ai connu aussi des périodes où il y avait des Suisses qui venaient travailler à Sochaux parce que ça gagnait plus qu'en Suisse. Alors que maintenant en Suisse, on triple le salaire. donc on voit qu'en 40 ans, ça bouge. Marseille, la Joliette. Débarquement d'immigrants algériens. L'immigration et l'industrialisation en France sont deux processus intimement liés. La France a ce point commun avec les États-Unis d'avoir formé son monde ouvrier par l'immigration. En Algérie, il y avait des centres de recrutement pour de la main-d'œuvre en France, donc des recruteurs français qui venaient là-bas et qui, pour une espèce de concours, rassemblement de gens, plutôt pas un concours, ils rassemblaient les gens, donc ils les testaient pour voir s'il y avait une bonne condition physique. Et à l'époque, les grands patrons de l'industrie sidérurgique cherchaient de la main-d'œuvre un peu partout, notamment dans le bassin méditerranéen. Et c'est comme ça que mon père s'est retrouvé à travailler ici en Lorraine au début des années 60. Depuis Grenade, je crois que le voyage a dû durer 3 jours, quelque chose comme ça, quoi. Et puis il s'est retrouvé à Lorraine, embauché dans la sidérurgie. 99% ne savaient pas lire. Hein. On n'embauchait pas des intellectuels, on va dire. Hein. Donc on embauchait des gens pour travailler dans l'usine. Il fallait des bras. Il fallait des bras parce que l'époque de la sidérurgie des années 60, c'était beaucoup du travail de force. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Les Tunisiens un peu moins, plus les Algériens de toute façon. C'était un bidonville, mais d'usine. C'était des hommes seuls, ils vivaient à l'heureux, putain, ils vivaient dans les baraquements.
Ah oui, ils avaient des baraques en bois. Ils vivaient un peu à l'écart. Il fallait pas y aller parce que tu allais te faire couper la gorge. Ils ont été vraiment mal accueillis, mal regardés. Et ce qui m'avait quand même surpris, c'est qu'en gros, il y avait deux files. Les jeunes immigrés d'un côté, pour aller en production, eux vont être OS et vont y rester toute leur vie, pratiquement, sauf quelques exceptions. Et puis les jeunes français comme moi, on était dit, je crois qu'ils nous disaient, à potentiel. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'accéder à des formations professionnelles. Pourquoi, à votre avis, il y a tant d'immigrés parmi les Je viens de vous dire un instant, pas parce que les Français ne veulent pas faire le travail qu'ils font. Pourquoi? Pas parce que, vous savez, c'est un travail vraiment qui est très sale et moins payé. Si je ne me trompe pas, il y avait 17 nationalités à la mine. 17 nationalités. Oui, yougoslaves, marocains, algériens. Il y avait 17 nationalités. Et ça s'est toujours bien passé. Musulmans, polonais, italiens, on s'en foutait. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, hein, comme vous dites. Donc tout le monde venait, tout le monde avait son salaire, tout le monde était content. Je pense que c'est ça. Donc ça, le travail, c'est bien quand même. C'est ça qui manque maintenant. Hein. On a été des copains de travail. Bon, c'est vrai qu'une fois sortis de l'usine, on se fréquentait plus. Mais à Panazol, il y avait des Arabes, mais c'était bien, même on plaisantait avec eux. Hein. Mais attention, au départ, on se tenait qu'à gros. Enfin, voilà, parce que nous, on n'était pas racistes, mais ils du sang. Il y a des gens qui font même pas la relation entre ce qu'ils disent, les propos qu'ils tiennent, et le collègue de travail qui est à côté, qui est immigré, puis tout d'un coup il se rend compte qu'il est en train de parler à côté d'un immigré qui dit « Ouais, mais pour toi, c'est pas la même chose, toi, je te connais. » Vous voyez, c'est vraiment l'argument propre du raciste. C'est « J'aime pas les Arabes, ouais, mais toi, c'est pas pareil, je te connais. » Ah, ça, j'ai horreur quand on me dit ça. C'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Ah, ça, c'est... J'ai même travaillé avec un Marocain, bon, qui est parti en retraite bien avant moi. Vous auriez vu comment il écrivait français. Une de ces belles écritures que même moi je n'ai pas. Ah oui. Et... Non. Il y en a qui sont très bien. En fait, je vais vous expliquer une chose, c'est que les gens acceptent de travailler avec vous tant que vous leur donnez pas d'ordre. Je sais pas, quand c'est Jean-Pierre qui est en face de moi. Donc on travaille ensemble, on est potes, on est copains, tout ce que tu veux, machin. Mais il n'acceptera jamais que je donne des ordres. Que je sois irresponsable, un truc comme ça. Ça va plus le gêner. C'était le cas de ma génération, en tout cas. Peut-être que ça va mieux maintenant, je l'espère, pour les chantiers. Mais sinon, c'est mort. Hein. Cette immigration, à partir des années 60-70, devient, sans que cela soit exclusif, il faut le répéter, une immigration post-coloniale. On signe des accords avec le gouvernement marocain pour faire venir des migrants. Bon, il faut voir que pour les Algériens, par ailleurs, ça relève aussi de la situation très singulière. Ça a été facile de faire venir des migrants algériens, tout simplement aussi parce que jusqu'en 1962, ils sont français. Enfin, ils sont considérés comme des sujets français. Dans une France pour laquelle la décolonisation n'a pas été facile, c'est une litote. Il y a une importation, si j'ose dire, du racisme colonial qui va beaucoup peser aussi sur ce monde ouvrier. Au début, j'ai pas aimé parce que je connaissais pas le monde de l'usine, donc je m'en faisais tout un... l'usine, c'était pire que la prison, ou j'en sais rien. C'était vraiment un truc... dans la famille, on est fonctionnaire ou militaire ou agriculteur, mais le monde de l'usine, c'était un monde où c'était vraiment le bagne, en fait. Je sais pas, c'était vraiment le... Moi, je m'en faisais une idée comme ça. Et on arrive dans une cave, hein, ni plus ni moins. C'était une cave, c'était sombre. Et puis ce bruit. Il y avait un bruit assourdissant qui venait de tous les côtés. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est tout ce bruit? Je dis, ça doit être les machines. Arrivé à l'atelier, on ouvre la porte et là, je vois des machines alignées à perte de vue, des néons dans tous les coins, au plafond, ça
pas de lumière de jour. Et là, franchement, j'ai fait un pas en arrière. Je me suis dit, mon Dieu, je quitte mes livres pour affronter ces machines. J'ai peur. J'avais peur. Puis Contremaître, je me souviendrai toujours, il y a 45 ans. Puis il m'a dit, faut pas avoir peur. Et bien moi, c'était impressionnant quand même le premier jour. Ah ouais, c'était impressionnant. Là, j'ai eu un casque qui était beaucoup plus grand pour moi, des grandes mouches comme ça. Il m'a mis au roulage de four noir, c'était sombre, noir, lugubre. C'était au mois d'octobre. Hein. Le matin à 6 h, il fait encore nuit. Hein. Oh, où c'est que tu vas, là? Mais stupéfait, une presse de 9000 tonnes. Je sais pas si vous imaginez, des tubes qui sortent du four, qui sont rouges, incandescents, qu'on va passer sous la forge parce qu'ils sont déformés, il faut les redresser, ou un arbre vilebrequin, voilà. Alors, On ne voit pas le gigantisme, hein, on voit seulement le fait qu'il y a un tel. Donc, si vous voulez, on est content d'être tous dans la même misère. On partage la misère, on est tous ensemble dans le même bain, dans le même bateau. Donc, ça fait plaisir que tout le monde a raté ses études. Donc je suis pas le seul. Je trouvais que la grande usine me faisait peur, on était 43 000 là-dedans. Ça fout la trouille hein, quand t'as 17 ans, hein, 43 000, de la merde, hein, c'est énorme quoi. La ville de Sochaux avait 3 000 habitants. Et on était 43 000 à bosser là-dedans. C'était, voilà, c'est gigantesque. Hein, et on se paumait dans l'usine, j'étais avec des copains, on se paumait en sortant parce qu'on arrivait vers les presses, à l'emboutissage, qui n'étaient pas capotées à l'époque, qui n'étaient pas insonorisées. Et t'avais du 130, 120 décibels, c'était impressionnant de voir la dextérité que les mecs empoignaient les tôles pour les balancer d'un côté à l'autre après la presse. On voyait ça plutôt d'un œil poète. Ouais, c'est vrai, non. Et en même temps, cette violence, cette chaleur, ce sable, cette poussière, les mecs noirs, les casques, les trucs, les bennes de fonte qui te passent au-dessus. Putain, je suis ressorti de là-dedans, j'étais traumatisé. J'ai pris un banc de sortie, je suis allé boire un coup. Putain. Moi, mon premier jour de travail, ma grande fierté, ça a été de ramener ma paye à la maison. Ça a donné ma paye à ma mère, vous savez, c'était... Moi, je vivais encore chez mes parents, donc j'ai apporté... Ma mère me donnait un peu d'argent de poche, mais quand on avait un salaire, c'était pas énorme, hein, mais on l'amenait dans la famille. C'est comme ça que ça se passe, normalement. Mon salaire allait chez les parents. Et mes parents me donnaient l'argent de poche. Fallait financer. C'était... On trouvait ça logique, on trouvait ça normal. Hein. Je ne gardais même rien du tout, non. Elle me donnait un peu mon dimanche, et puis quand j'avais besoin de l'argent, je lui demandais. Mais je ne faisais pas une bleusse, comme on dit, je ne mettais pas de l'argent dans ma poche. L'enveloppe, je lui donnais. Entrer dans le monde du travail, c'est bien sûr profiter d'un premier salaire. C'est aussi, surtout pour cette génération, découvrir un monde de valeurs. Je me souviens très bien qu'en arrivant, j'étais sur une enrubanneuse, donc à faire les circuits électriques, et j'avais du mal à faire le nombre. Parce qu'il faut plusieurs jours, parfois quelques semaines, pour arriver à atteindre le niveau de production, là, en quantité. Et il y avait des femmes, plus âgées que moi, qui venaient me voir, et puis en fin de journée, il t'en manque combien? Elles regardaient, puis elles me ramenaient parce qu'elles en avaient d'avance. Et là, vous tombez sur des anciens qui, voilà, déjà ils sont contents parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, ils peuvent, et puis ils mettent tout leur cœur à vous apprendre le métier, quoi. Et surtout avoir cette notion de la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est la qualité du produit. N'oublie pas, gamin, parce avec ça, on va faire des voitures. Peut-être que demain, ton père va acheter une voiture, et s'il y a un défaut, il ne sera pas content. Donc, s'il y a un défaut, ça sera notre faute. Donc, l'importance de la qualité du produit. Dans cette vie d'usine, même si on croit que c'est compliqué, oui, c'est compliqué, c'est dur, mais en même temps, il se forge des amitiés, des camaraderies, des trucs, des soutiens très différents, où ça, c'est irremplaçable. Il y a de la solidarité, toujours.
Que ce soit en production ou dans les ateliers de professionnels, c'est pareil, il y a une forme d'entraide, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. On avait de l'entraide à ce moment-là. On avait de l'entraide. Ben, toi, tu peux pas y arriver, ben, moi, je vais t'aider. On avait de l'entraide. C'était familial. Et en plus de ma pause, si j'étais pas bien, que je commençais à pleurer ou n'importe, la copine elle me dit bon ben je te remplace, va vite te débarbouiller un petit peu, te mettre un peu d'eau sur la figure parce que j'avais pleuré ou n'importe, et après tu reviens, puis c'est bon. Et pendant ce temps-là, elle travaillait pour moi, quoi, entre guillemets. Dans les villes et villages de France, la présence patronale est partout, à tel point que depuis la fin du 19e siècle, on parle de paternalisme. L'entreprise régit le travail, bien sûr, mais aussi les loisirs et la consommation de ses ouvriers et de leurs familles. Tout appartenait aux Vindel, quoi. Il y avait l'usine, mais l'église, y compris, appartenait aux Vindel, le boulanger, c'était une économie circulaire. Il n'y a rien qui sortait d'ici, quoi. On faisait tout Peugeot. On logeait Peugeot, on mangeait Peugeot, je ne vais pas vous dire on chiait Peugeot, mais pas loin, quoi. Tout était... L'argent était en servicieux. Peugeot donnait un salaire à nos papas, ils reprenaient ce salaire d'un autre côté. On était bien colonisé Peugeot, quoi, à l'époque. Hein. Tu mangeais Peugeot. Les logements Peugeot, le cercueil Peugeot. Jean Prouveau, il venait toutes les semaines à la Lénière. Avec son chien Démarre. Monsieur Watine, c'était. Il venait dans la salle en costume et long costume. Là, je le vois encore arriver dans la salle, puis qu'il venait voir. Parce que des fois, il venait à l'improviste. Il circulait dans les couloirs, il allait voir les ouvriers, il leur disait « Ça va, mon ami? Vous devez être content de travailler dans une usine telle que la Lénière de Roubaix. »« Ah oui, monsieur Jean. Ah oui, monsieur Jean. Monsieur Jean, ne pensez pas que j'aurais un petit peu de quelques centimes en plus, ça serait pas plus mal? » Et mon ami disait, c'est vrai, hein, mon ami disait, je vais vous le dire à toi, vous voyez celui-là, là? Oui, oui. Eh bien, il gagne moins que vous. Ah ben merci, monsieur Jean. Et le gars, il était content comme tout. Ah oui, il y avait la crèche, et heureusement qu'il y avait tout ça. Parce que les mamans qui devaient travailler, et les enfants, comment on faisait? Et c'était bien. C'était bien pensé, et merci Monsieur Prouveau, parce que on doit lui rendre ça. Il a fait beaucoup pour les ouvriers quand même. Bon, bien sûr, on n'avait pas des gros salaires, ça c'est sûr, hein, mais il y avait tellement de monde dans cette entreprise. Le paternalisme, dans le vrai sens du mot. Donc, si vous aviez des difficultés, des problèmes, il y avait un service social. S'il y avait la moindre embrouille, il n'y a pas de souci. Il y avait une contrepartie, de toute façon. Il y avait toujours une contrepartie. Les bas salaires, c'est reste à ta place. Pourquoi on prenait les enfants, les ouvriers? C'était pas seulement pour faire plaisir à l'ouvrier. Déjà, on lui faisait plaisir. Donc, quelque part, on le tenait. Et en même temps, si ça n'allait pas avec le fils, on allait voir le père. Et ton fils, voilà... Il discute avec des gens qui sont habillés en rouge le soir. Méfie-toi, on n'aime pas le voir comme ça. Toi, t'es quelqu'un. Il y a toujours ce pouvoir, cette mainmise sur le personnel. Oui, bien sûr. Oui. Le club olympique Roubaix-Tourcoing était chaperonné, était subventionné par les Prouveau et la firme La Lénière de Roubaix. Si bien que lorsqu'on était licencié au CORT, les jeunes, on entrait très facilement à La Lénière. Moi qui ai joué au rugby, si on joue au rugby par exemple, alors là on était le seigneur, quoi. Donc, ah bon? Oui, non, parce que les rugbymen étaient bien vus, mais toujours dans l'esprit paternaliste, parce que une grande équipe au Creusot, ça jouait, ça gagnait, donc il n'y avait pas de grève la semaine. Si bien que le secrétaire du club a téléphoné à mon directeur en lui disant qu'il y avait besoin de moi sur les terrains. Mon directeur m'a appelé, il m'a dit « Francis, tu iras jouer au football le dimanche matin. Et tu seras payé. » Donc on avait 60 mètres carrés et on a vécu à 14. Dans 60 mètres carrés.
les toilettes au fond du jardin et la pompe ou le puits pour avoir de l'eau. Un seul robinet, d'eau froide. La plupart des appartements dans Saint-Étienne, il n'y a pas de salle de bain. Il y avait l'évier. Vous prenez un immeuble à Saint-Étienne, dans le centre-ville, les bourgeois habitent au second et nous, on se chauffe au charbon sous les toits. C'est pas une image de Zola, hein, c'était comme ça quand on était môme. Il n'y avait pas de douche, non. Non, on se lavait par petits morceaux. Le samedi, ma mère faisait bouillir une grande lessiveuse d'eau et puis chacun son tour, on passait dans la lessiveuse. Dans la même eau, hein. Ah oui, c'était vraiment... C'était archaïque, hein. Puisque vous partez en voyage, La grande période des Formica. Mais c'était un bon produit. C'était solide. Ah, quand on avait du Formica, c'était bien le Formica. C'était beau. C'était costaud le Formica. C'était la grande mode du Formica. La table, les buffets. En Formica. Ah oui? Ah oui, en Formica. Du reste, le buffet, on l'a encore. J'avais acheté un buffet magnifique, un buffet de cuisine magnifique, là, avec, dedans il y avait la minuterie, dedans il y avait les prises de courant, dedans. Ah oui, c'est un grand buffet, il y avait 6 portes, le buffet. C'était à la mode à ce moment-là, hein. Je vous jure que vous trouviez pas grand-chose autre que le Formica. Hein. Et maintenant ça revient. C'est le vintage, ce qu'ils disent là. C'est formidable. C'est formidable. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir des panneaux formidables! Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir des panneaux Formica! C'est Formica! Pour ceux qui l'ont vécu, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelque chose qu'en revanche, les partis de gauche peinent beaucoup à admettre et peinent beaucoup à gérer. La grande question qui se pose au Parti communiste, mais qui se pose à toutes les parties de la gauche, c'est est-ce que cet ouvrier consommateur, cet ouvrier qui bénéficie du confort, restera militant? C'est pour ça que la gauche a tant de mal avec la consommation de masse et avec la culture de masse. L'idée est que ça va détruire l'identité ouvrière et l'identité militante. Ces années 50 ne sont pas uniquement celles du début des 30 Glorieuses. S'annonce en effet un bouleversement qui va marquer durablement la classe ouvrière. La signature en avril 1951 du plan Schuman marque le début de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. La construction européenne pour une fraction du monde ouvrier, c'est d'abord immédiatement associé à la désindustrialisation. Voici l'Europe telle qu'elle apparaissait encore hier. Derrière les frontières nationales, les industries du charbon et de l'acier s'opposaient. Les barrières douanières interdisaient une plus étroite coopération. Aujourd'hui, les frontières s'effacent par la vertu du plan Schuman. La volonté de 6 peuples et de leur gouvernement fait de l'unité économique de l'Europe une incontestable réalité. La CECA, c'est développer, fermer dans les pays de la CECA les mines dites les moins rentables au profit des mines les plus rentables. Les mines les plus rentables, c'est l'Allemagne. Donc, d'ores et déjà, la CECA a condamné l'industrie charbonnière française. La France, de manière volontaire ou inconsciente, a laissé l'Allemagne prendre le dessus sur la partie industrielle. En 1955, les ouvriers des usines Renault gagnent par la grève une 3e semaine de congés payés. Le gouvernement Guy Mollet la généralise l'année suivante. Bien plus qu'en 1936 avec le Front populaire, prendre des vacances devient une réalité pour bon nombre de travailleurs. L'été venu, il n'est plus de chemin campagnard au détour duquel ne s'installe un campement. Chaque semaine, des groupes s'évadent des villes, des clubs se créent pour respirer l'air pur et vivre des heures de détente qui sont la cure de désintoxication d'une semaine de grande ville. Et une race nouvelle est née, les vespistes, race née des fins de semaine et de l'époque des vacances. On avait un Vespa. Oui. On avait une tente à Sarlat. Et on partait pour Pâques 3 jours. On partait 3 jours. Jean-Louis, entre nous deux, parce qu'il avait quel âge? 4-5 ans. Oui. Et moi enceinte du second, sur le Vespa. Mais on pesait au moins 30 ou 40 kilos de moins à l'époque.
Avec une copine, qu'elle avait une voiture et puis qu'on a fait du camping du côté d'Argelès. Alors pendant les vacances, généralement on partait tout le temps, on partait camper. Dans un camping, vous allez laver la vaisselle avec tout le monde, ça vous coupe. Mais l'esprit camping, c'était le dépaysement, on va dire. Nous, on avait de la chance, c'est parce qu'on avait des colonies de vacances. Donc chaque année, on partait en colonie de vacances avec le comité d'entreprise de l'usine. Donc on découvrait des régions de France, on partait un mois. J'avais des copains d'école, bien sûr, qui partaient en vacances avec leurs parents, je ne comprenais pas. Pour moi, les vacances, c'était tout seul. Tu pars, tu prends le bus, tu te tapes 300 ou 400 ou 1000 kilomètres, et puis c'est ça tes vacances, en colonie, avec d'autres... Mais partir, je ne suis jamais parti en vacances avec mes parents, non, ça ne se faisait pas. On n'y pensait même pas. Nous, on partait très loin. Moi, j'allais à Gonto de Nogaret, à 10 km d'ici. Donc, voilà mes vacances, ou alors j'allais à Boussès, c'était un peu plus loin. Là, c'était, allez, 30 km. On avait des cadeaux de l'usine à Noël, donc on recevait tous les mêmes jouets, le même cadeau, quoi. C'était pareil. Donc Jean ou Bernard, il arrivait avec moi, mon oncle, ma tata m'a donné ça, mon tonton m'a donné ça, tout le monde a donné. Et toi, t'as reçu quoi à Noël? Ah ben moi j'ai reçu le cadeau de l'usine. Moi je me souviens, le cadeau qui m'a le plus déçu, là, et tous les copains de mon âge en faisaient tous la gueule, on avait reçu une boîte de compas à Noël. Oh, on a maudit ceux qui avaient eu l'idée d'acheter une boîte de compas. Alors je comprenais l'idée, c'est que le CE, le comité d'entreprise, voulait aussi avoir une action un peu plus culturelle, plus pédagogique, plus basée sur l'envie de continuer l'école. Mais vous jouez pas qu'à compas. Il y avait l'arbre de Noël, il y avait des trucs comme ça, quoi, pour les enfants. Il y avait des cadeaux jusqu'à 12 ans, je crois. Les enfants avaient un cadeau, avec un repas, un spectacle. C'était sympa, quoi. Donc tous les collègues se retrouvaient avec les conjoints et puis les enfants. Mais le rôle principal d'un comité d'entreprise, c'est le rôle économique, c'est de s'intéresser, d'être informé sur la vie de l'entreprise, sur l'emploi, sur le développement des fabrications, hein, sur la situation financière de l'entreprise. C'est plus important que le social. Alors chez Renault, je peux vous dire qu'on a eu la chance d'avoir un comité d'entreprise formidable, avec une bibliothèque, avec faire venir des chanteurs. Tu as vu aussi beaucoup d'artistes intellectuels qui s'engageaient auprès des ouvriers. Je veux dire, moi, je me souviens, Gatti, etc., qui venaient, qui tournaient. Maintenant, c'est un désert aussi. Ils sont où? À la télé, là, en train de faire les beaux à cause de Guignol de Canal+, là chez l'autre con, là, en train de discuter culture avec l'autre qu'on n'a rien à foutre, ou parler cuisine. Non, mais enfin, c'est un délire, ou quoi? Comme si, tout d'un coup, les ouvriers avaient disparu du champ. En général, ils m'appellent quand ils sont dans la merde. Hein. C'est pas pour le gâteau, hein. C'est pour les coups de bâton. C'est quand ils font grève avec occupation des locaux que j'arrive avec une scène et que je fais des concerts avec 3 ou 4 musiciens bénévoles, sans lumière et sous la pluie, la part du temps. On a tous eu l'occasion de rencontrer des artistes, des chanteurs, Moustaki, Brassens, des éditeurs, des poètes. Il y avait une bibliothèque, j'ai lu je ne sais pas combien de centaines de livres dans leur bibliothèque, elle était énorme leur bibliothèque. Gérée par les salariés, c'était énorme ce qu'il y avait comme un bouquin. C'est un tissu, c'est un lien social. Ça aussi qui n'existe plus. Aujourd'hui, les comités d'entreprise, on est revenu aux cadeaux de Noël et puis vendre des prestations quand c'est pas des subventions pour aller se balader au club Méditerranée. Maintenant, les comités d'entreprise sont assaillis par les voyagistes. Il y a même des espèces de comment qu'on appelle ça là, c'est pas des forts. Des salons. Des salons pour les CE. Les pauvres syndicalistes. Là, je me dis là vraiment. Aller dans un salon, je crois qu'effectivement, on est descendu bas. Alors là, oui, vraiment. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi, jamais. Être à mes pieds de fortune, me décrocher la lune.
Mais la classe ouvrière, elle allait au Fresnois. Et c'est énormément de couples qui se sont formés au Fresnois. Puis une fois, Louis et Simone, ils ont dit « Ah ben Nick, faut venir à Waterloo », c'était le bal du Sporting. Et c'était aussi à Saint-Valentin. Et puis, c'est là que j'ai connu mon mari. Ah ben, c'était notre loisir principal, quoi. Moi, dans Pas-de-Calais, les balles, c'était des balles montées. Hein. C'est-à-dire? Accordéon, des balles montées. Ils montaient des balles en bois, avec des toitures comme les cirques, un peu. C'était une grande salle des fêtes. Et puis, on était tout autour, les filles, et puis les gars, ils venaient nous inviter. Eh ben, on invitait, tout simplement. Bonjour, mademoiselle. Non, faut pas rire. Non, simplement, on danse, et puis... Non, faut pas... Ah non? Non, on n'est pas très doué pour les trucs comme ça, non. Il y avait le rock, il y avait le tango, il y avait les slow. On entendait les slow, bien sûr. On l'invitait à danser, elle disait oui, on a une deuxième fois, troisième fois, puis au fur et à mesure qu'on dansait, on se rapprochait l'un de l'autre. Il disait à mon mari « Va danser avec elle, c'est une bonne fille, elle est du Pas-de-Calais ». Il disait ça. Il disait ça, c'est une courageuse. Il disait ça. On cherchait à se marier avec une Polonaise. Parce que, bah oui, parce que on a des légendes sur les femmes polonaises. Et on nous disait, marie-toi avec une Polonaise, c'est elle qui fait le jardin, c'est elle qui fait tout.